Salut, enchanté. La première expression, Tu peux oublier. Ah, ça reste comme la joie. Oui. Bonjour. Oui, tu peux être là. Vous allez bien? Oui, c'est moi qui manquais. Oui, exactement. C'est bon. C'est bien arrangé. Donc, bonjour à vous, équipe 2, cas entrepreneuriat, niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Mon nom c'est Vincent, propriétaire de l'entreprise Bionaissance. Yannick, propriétaire aussi de l'entreprise. Nathalie Campbell, suivez associé au BIM. Pierre Graff, président de Jeune Chambre de commerce et associé chez nos stratégies conseil. Enchanté. Donc, vous connaissez tous probablement l'expression le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Nous, chez Guacamole, notre firme de marketing, on croit que ce n'est pas toujours vrai. Car en réalité, ça devrait être chez vos clients que le gazon soit plus vert grâce à nos solutions qu'on va vous proposer. Donc, pour faire ce processus-là, on va commencer par l'analyse de l'environnement externe et interne de votre compagnie pour mieux comprendre les choses qui sont en rapport. Donc, pour commencer, dans l'environnement externe, on a l'analyse PESTEL. Donc, par rapport aux critères politico-juridiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux, ainsi que légaux. Donc, vous voyez les grosses lignes à l'écran. Donc, dans la politique, par exemple, les politiciens sont toujours poussés. Il y a une espèce de croissance sociale qui pousse les politiciens à tourner leur vision vers l'écologie. Donc, on n'a pas vraiment le choix de suivre ce mouvement-là. Ensuite, du côté de l'économie, la croissance de la demande est vraiment présente, car tout le monde est de plus en plus conscient des problèmes écologiques sur Terre. Ensuite, du côté social, encore là, on voit que la clientèle demande des critères de sécurité, car en lien direct avec ce que vous pouvez faire, là, il y a comme beaucoup moins de temps avant que ça devienne moins dangereux, et tout, donc ça donne un avantage. Finalement, technologique, il y a les recherches sur les pesticides naturels qui sont toujours en augmentation. Donc, il va toujours avoir des meilleures solutions qui vont s'offrir à vous. Du côté écologique, comme j'ai dit tantôt, les valeurs écologiques sont toujours croissantes. Donc, encore là, c'est positif. Et finalement, du côté légal, il y a des lois qui contraignent l'utilisation des pesticides chimiques et il y en a toujours plus. Donc, encore là, c'est un côté positif pour vous. Donc, ensuite, dans le fond, je vais laisser l'analyse à Michael Claude. Ensuite de ça, pour compléter l'analyse externe, on vous a fait une petite analyse basée sur les 5 phases de Porter. Okay? Premièrement, au niveau des intrants, on vous a dit que les produits écologiques, les valeurs écologiques sont en forte croissance, donc nécessairement l'offre de produits écologiques est croissante aussi. Ce qui peut être une Bref. Sinon, le pouvoir des négociations des fournisseurs qui ont une quasi-monopole au niveau des produits écologiques, puisque oui, on a vu qu'il y a beaucoup de fournisseurs de produits chimiques pour ce qui est des gazons, mais produits écologiques, comme vous nous avez dit, c'est vraiment le seul fournisseur. Pouvoir de négociation qui est assez faible. Ensuite de ça, pouvoir de négociation des clients, c'est sûr que les clients sont prêts à payer quand même un prix qui est assez élevé, comme ils recherchent vraiment des valeurs de sécurité, d'écologie, puis c'est ce que vous offrez. Donc c'est sûr que les clients, ils vont payer parce qu'ils veulent. On prêt à payer. Ensuite de ça, pour ce qui est produits de substitution, on n'a pas vraiment trouvé de produits de substitution. Oui, il y en a au niveau chimique, mais au niveau écologique, bio, il n'y en a pas vraiment. Vous êtes pas mal les seuls à offrir ça. On a un avantage aussi. Finalement, pour ce qui est de l'intensité de la concurrence, pour faire suite à ce que je viens de dire, oui, la concurrence est élevée, mais pas au même niveau que vous. Ça va être une concurrence indirecte, comme ils offrent des produits chimiques. Et encore une fois, je vous dis, comme je l'ai dit, là, vous, c'est vraiment au niveau bio. Oui, vous offrez des produits chimiques, mais votre offre n'est pas nécessairement basée sur ça. Okay? De plus, les concurrents n'ont peut-être pas nécessairement les mêmes valeurs que vous. En fait, ils n'ont pas toutes les mêmes valeurs que vous. Eux, ils vont vraiment. Vous allez viser un service à la clientèle impeccable, un suivi client, blablabla, blablabla. Tandis que les clients, eux, vont peut-être plus viser le grand nombre. Vous comprenez? Ça va?
Ouais, Good. Ensuite de ça, comme je disais, pour ce qui est des valeurs, on a remarqué que vous vous basez sur le triple bilan. Le triple bilan, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de favoriser tant au niveau écologique, social et financier l'offre qu'on fait. Donc, bien sûr, financier, on veut faire de l'argent, on est une entreprise, on veut faire de l'argent. Social, on s'engage au niveau social, responsabilité sociale, parce qu'on, comme on l'a dit, on vise la sécurité au niveau des familles, c'est quand même intéressant. Et écologique, parce qu'on a des produits bio, donc c'est bon pour l'environnement. Je vais laisser la parole à Isaac. Oui, et pour reprendre, on a analysé aussi vos ressources internes. On est venu avec 3 gros points dans vos ressources internes. Vous avez vos ressources humaines, matérielles et financières. Pour ce qui concerne les ressources humaines, on a remarqué que vous avez 2 types de postes, horticulteur et agronome. Et ces postes-là, vous êtes tout le temps en recherche. Donc, c'est quand même un point important à spécifier pour notre analyse qu'on va préciser dans quelques temps. Pour continuer, dans les ressources matérielles, vous avez des matériels roulants, comme mettons vos camions pour vous déplacer, et vos horticulteurs, qui sont un matériel aussi, des matériels d'horticulture, qui sont des matériaux qui sont cruciaux pour vous pour effectuer votre service. Excusez-moi. Et finalement, vous avez votre ressource financière. Ça, c'est là qu'on a vu le plus gros problème. Il y a peu de liquidité présentement. Donc, c'est là qu'on va justement plus tard travailler pour voir quelles sont les possibilités. Donc, en regardant la structure organisationnelle maintenant, nous avons analysé que vous êtes 2 propriétaires, petite entreprise dans ce cas. C'est pas une grosse analyse, mais après ça, pour continuer, il y a beaucoup de possibilités d'embauchement. Donc, c'est une possibilité qui est quand même... puis la croissance est là, toujours sur votre marché. Donc, c'est une possibilité assez intéressante quant à ça. Finalement, on va y aller avec un diagnostic avec toutes les données qu'on a recueillies ensemble. Donc, on va faire une force, faiblesse, opportunité, menace. Je vais laisser la parole à Michael. À Jacob, excusez-moi, je me mêle dans les noms. Donc, vous voyez à l'écran, dans le fond, c'est le fameux tableau FFOM. Donc, en gros, ce qu'on a dit, c'est les facteurs les plus importants. Mais dans le fond, moi, je vais plus développer ceux qui sont au milieu. En premier, si on combine les forces et les opportunités, dans le fond, ça donne un avantage concurrentiel. Car grâce à votre responsabilité sociale accrue et les lois plus sévères sur l'environnement, comme vous êtes déjà axé sur l'environnement, il n'y aura pas besoin d'adaptation. Donc, ça, dans le fond, ça diminue les coûts potentiels futurs. Donc, ça, c'est très positif. Ensuite, en combinant les faiblesses et les opportunités, ça donne l'augmentation des parts de marché plus la notoriété. Parce que, dans le fond, dans le secteur, dans un des secteurs, c'est le premier secteur où est-ce que vous avez commencé, il y a une hausse démographique. Donc, ça donne plus de clientèle potentielle. Et donc, plus de clients qui connaissent l'entreprise, plus de notoriété. Encore là, très positif. En combinant les forces et les menaces, ça donne la justification des prix. Dans le fond, vos prix sont justifiés par la qualité de votre service. Pas juste la qualité du fait que, justement, en 3 heures, c'est plus dangereux comparé à la concurrence, que c'est comme de 24 à 48, mais aussi par rapport à l'écologie que la concurrence n'offre pas du tout. Donc, dans le fond, tous vos prix sont justifiés par ça, c'est quand même très bien. Et finalement, si on combine les faiblesses et les menaces, ça nous donne l'amélioration de la communication en pré-saison. Parce que dans le fond, ça, c'est une des recommandations qu'on a trouvées qu'il faudrait faire, étant donné qu'au début de la saison, effectivement, les clients ne pensent pas vraiment à aller à appeler premièrement pour avoir ce genre de service-là. Ensuite, s'ils ne sont pas au courant de l'existence de votre compagnie, ils ne vous appelleront jamais. Et dans le fond, en allant les voir, en mettant vraiment de l'exigence sur le plan marketing en pré-saison, ça va augmenter les ventes tout au cours de l'été. Donc, c'est ça. L'étape suivante, ça va être l'implantation. Donc, séparé en 3 étapes, soit les 4 phases que Isaac va vous présenter, le plan marketing ainsi que les ressources nécessaires pour accomplir l'implantation. Donc, comme Jacob a dit, on vous a concocté une implantation en 4 phases assez simples, pas trop compliqué, sur 6 ans. C'est quand même correct parce que vous visez surtout le moyen terme. On ne vise pas le long terme, pas 10-20 ans. Moyen terme, assez proche, 6 ans, ça nous semblait bon. En fait, c'est bon. Premièrement, phase 1, croissance de la notoriété, parce que c'est ce qui est important, il faut accroître la notoriété. On veut se faire connaître, on veut que les clients nous connaissent. Si on veut accroître les ventes, vraiment, c'est ça qu'il faut faire. On va accroître la notoriété à l'aide de, oui, ce que vous faites déjà, publicité, etc. C'est bon de continuer à en faire porte à porte,
vous dites que c'est votre plus grosse source de publicité. Donc, c'est bon. Continue comme ça. Ensuite de ça, l'implantation chez les détaillants. Pourquoi on vous a dit ça? Oui, vous êtes une entreprise de services et de produits, mais on croit que le produit, on pourrait développer ça encore un peu plus. Okay? De quelle manière, au lieu d'avoir vos produits, d'arriver chez les clients avec les produits, ce que vous pourriez faire aussi, c'est un peu comme les cafés Tim Hortons. Okay? On peut aller chez Tim Hortons, prendre notre café, avoir le service blabla. Les clients vont pouvoir faire ça, vous appeler, avoir le service et tout, mais ils vont pouvoir aussi seulement acheter votre produit et le faire eux-mêmes. Donc à ce moment-là, c'est une source de revenus supplémentaire, plus de liquidité, okay? C'est quand même intéressant. Puis si on a plus de liquidité, on peut se servir de ça pour favoriser la promotion des ventes en magasin. Donc donner une petite commission aux vendeurs qui vont faire de la promotion pour vos produits. Okay? Donc on favorise les ventes encore là. Fidélisation de la clientèle. Pour ce qui est de la fidélisation de la clientèle, on avait pensé à faire des petits sondages concrets avant ou après l'été, plus après l'été, pour savoir est-ce qu'on a aimé ça, est-ce qu'on n'a pas aimé ça, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, comment on pourrait s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous restiez avec nous. Okay? Puis finalement, phase 4 qui va être le développement de produits. Vous avez dit que l'hiver c'est une période morte pour vous. Nous, on avait pensé ce qu'on pourrait faire l'hiver, c'est que vous travaillez tellement fort pour faire des beaux gazons, il ne faut pas tout gâcher ça. On va protéger le gazon l'hiver. Okay? Donc, oui, ça se fait avec des bâches de plastique, mais c'est pas très écologique. Donc, ce qu'on pourrait faire dans votre cas, c'est avoir des bâches de plastique qui vont être durables et écologiques et réutilisables. Donc, vous allez pouvoir réutiliser au fil des années. Puis, à ce moment-là, on va pouvoir charger peut-être 500 $ aux clients pour ce qui est de tout l'hiver, pour protéger le gazon. Fait après l'hiver, vous allez revenir voir le client, on récupère les toiles, puis on peut à ce moment-là lui proposer un autre entretien pour l'été qui s'en vient. Donc, ça permet de fidéliser le client aussi en même temps. Je vais y aller. Pour le plan, dans le fond, on a pensé au plan marketing. Vous avez des bonnes valeurs qui sont super puissantes sur le marché comparé à vos concurrents. L'écologie est une des meilleures, quant à moi. C'est ça qui fait que le client peut passer de insatisfait à satisfait, comme le beau petit schéma qu'on a fait. Ensuite de ça, il y a la sécurité, parce que vous promouvez la sécurité des enfants, des animaux, en ayant un service qui se traite rapidement 3 heures au lieu de 24 à 48 heures, ce qui est super bon, super intéressant à mentionner aux clients. Et finalement, la durabilité, car votre service est meilleur pour le sol, comme qu'on a vu, et c'est un service de bonne qualité. Donc, un service de bonne qualité favorise un entretien avec des bons clients. Ensuite de ça, pour les ressources nécessaires, nous pensons premièrement, on va réutiliser vos 3 ressources principales. Donc, pour les finances, nous pensons à augmenter les liquidités en diminuant les coûts fixes associés au transport. Ça, c'est une option qu'on vous offre. On pense qu'un Ford F-150, ça peut consommer énormément de gaz et sur une base de long terme, d'une année complète, je sais qu'il s'est besoin d'un transport, mais peut-être diminuer les transports en ayant justement peut-être un hangar quelque part pour entreposer les items pourrait être avantageux pour vous. Sinon, des commissions aux détaillants pour les promotions de vente. Donc, on favorise l'augmentation des ventes sur chaque vente en offrant des commissions, ce qui est super intéressant. Ça stimule les ventes, augmentation des ventes et plus de revenus. C'est tout ce qu'il vous faut. Ensuite de ça, pour le matériel, la location d'un hangar, c'est pas plus simple que ça. Un hangar, c'est pas trop cher. De mes propres connaissances, un hangar peut se louer à 130 $ environ par mois. Donc, c'est un prix assez avantageux. Puis, c'est pas, pour une dépense comme ça vaut la peine d'entreposer l'équipement. Pour les ressources humaines, on pensait, vous parliez de recrutement aux universités, mais on a pensé aussi au recrutement au cégep. Beaucoup de personnes sont en recherche et donc font des emplois étudiants aussi. Et c'est super, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent au cégep, justement à des cégeps pour parler de ça. Donc, beaucoup de possibilités d'emploi d'étudiants d'une main-d'œuvre pas trop chère qui sont super stimulés pour travailler. C'est qui est super intéressant. Je vais laisser la parole à Jacob. Dans la diminution des prix, là, il y avait également le fait que si vos produits sont implantés dans certaines succursales, entre autres des pépinières qui ont un caractère plus éco-responsable, ça fait que les clients vont nécessairement aller en acheter par eux-mêmes et après ça, le faire par eux-mêmes ou demander vos services. Mais tout ça fait que comme ce sont les clients qui vont chercher le produit, ça enlève des coûts de transport pour aller chercher la marchandise à Montréal. C'est quand même assez loin. Donc, évidemment, ça limite pas tout, mais ça en enlève une certaine partie, donc diminution des coûts fixes. Nous arrivons aux mesures de contrôle et gestion de risque. Donc, premièrement, les points en rond sont les mesures de contrôle et les points en losange sont les gestions de risque. Donc, pour ce qui est mesures de contrôle,
Nous pensons en faire un sondage représentatif aléatoire après l'été. Donc, assurer la satisfaction clientèle continue avec une augmentation de vos parts de marché si on suit notre plan. Ensuite de ça, informer les prospects. Fait qu'il y a plusieurs clients prospects qui sont sur le marché. Essayez de plus participer encore pour les informer sur l'importance des produits écologiques. C'est une session informative. Ça ne veut pas nécessairement dire vendre des produits. Ça veut dire informer les clients sur l'importance. Et finalement, pour la gestion de risque, il ne faut pas tomber dans la piège des sous-traitances. Quant à nous, vous n'êtes pas assez gros pour pouvoir aller avec un sous-traitant pour embaucher des personnes, pour gérer l'embauche, pour gérer plusieurs autres aspects de votre entreprise. Continuez à gérer ça par vous-même pour l'instant. Je pense que c'est une bonne idée pour les prochaines années, avoir la sous-traitance après ça. Finalement, l'engagement communautaire, on vous encourage à faire une présence, à continuer à avoir une présence accrue dans les festivals. C'est super important. Le monde, ça les fidélise. C'est une des meilleures façons d'attirer les clients à vous et de voir l'entreprise non pas seulement comme une vente, mais comme une entreprise qui sort de ses zones un peu. Donc, c'est super intéressant pour le caractère social également. Et donc, pour conclure, merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous allez nous choisir, mais qui sait. Ouais. Moi, en fait, les grosses questions, c'est vraiment, j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'analyses, mais pas assez d'exemples concrets de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher plus de clientèle. Il y a eu les festivals en fin de diaporama. En vrai, c'était vraiment, peut-être qu'on n'a pas mis assez d'accent là-dessus, mais dans le fond, c'est de faire des produits. C'est vrai, quand tu as fait la comparaison avec Tim Hortons, on peut acheter le café à Tim Hortons, mais également des poches de café Tim Hortons. Ouais. Et ça, dans le fond, c'est ça qu'on veut avoir, c'est des poches de café Tim Hortons qui vont être écrits Bionaissance dessus. Et dans le fond, ils vont pouvoir aller l'écrire, on va pouvoir aller l'acheter, sûrement à des pépinières également, comme des places comme Canac. Okay. Et donc ça va être une source de revenus parce que vous allez avoir une commission sur ces ventes-là. Ouais. Donc, non seulement avoir un service, mais un produit. Donc ça reste plus long terme. Oui. Au côté des finances, en fait, j'ai comme pas trop compris le hangar. Dans le fond, ça c'est parce que pour diminuer les coûts de transport. En hangar, ça rapatrie à une certaine place tous vos équipements au lieu d'avoir tout ça chez vous, comme on avait vu. Ouais. Donc, c'est super pratique pour après ça. Il y a des hangars situés un peu partout. Si vous avez un hangar bien situé, c'est super pratique après ça parce que vous pouvez, il peut être centralisé. Donc, ça peut faciliter au niveau des transports. Vous parlez de clients prospects. Est-ce que vous avez des idées en tête qui seraient ces C'est quoi le persona? C'est quoi Oui. En fait, le client prospect, ça va vraiment être les clients, comme on vous a dit, qui a des valeurs famille, qui a des valeurs écologiques élevées, qui prônent la sécurité, parce qu'on voyait que vous avez des produits qui prônent la sécurité aussi. Puis vous disiez aussi que c'est un client qui va chez Avril. Donc, un peu le même type de client qui va venir acheter vos produits finalement. Ça serait ça. OK. Là, je vais passer brièvement sur une coupe d'affaires. Pour les ressources, de toute façon, je fais attention aux horticulteurs et les agronomes parce qu'ils n'auraient pas les moyens de se payer des gens comme ça. C'est pour ça que les étudiants de cégep, ça pourrait être bien. Parce que je ne comprends pas le lien entre les deux, ce qu'ils ont parlé. Les phases, pareil, En fait, on disait que vous faisiez déjà affaire avec des horticulteurs ou des agronomes. En fait, nous, la manière que ça fonctionne, on fournit nos produits qu'on est encadrés par un agronome. On ne va jamais engager un agronome pour faire les services. En fait, c'est pour ça qu'on disait des étudiants, parce que dans le fond, on n'a pas besoin d'expertise lors de l'offre du service. L'expertise, on va la chercher en sous-traitance. Là où ça amène mon point, la sous-traitance, je pense que vous avez un petit peu mal identifié nos besoins. Quand on est en croissance d'entreprise, on n'a pas nécessairement les moyens d'avoir des coûts fixes affiliés à des services satellites. Donc, l'important, c'est de se concentrer vers notre spécialité qui est la fertilisation de pelouse. Et tous les produits qui sont connectés, qui font un peu moins d'argent, vu qu'on n'a pas comme la capacité d'acheter d'autres camions pour faire de la tente ou faire des feuilles, c'est là qu'on l'offre en répartition. C'est sûr qu'au niveau de la sous-traitance, on parlait surtout de l'embauche. Pour ce qui est de l'embauche, c'est mieux de continuer à faire l'embauche. Moi, on disait de ne pas faire affaire avec une autre entreprise pour faire l'embauche de personnes, parce que ça coûterait trop cher, ça serait inutile. Juste de continuer à faire ça vous-même. C'est vraiment au niveau de l'embauche. Vous n'avez pas besoin de 56 employés. Là. Non.
Puis mettons l'aspect de s'adapter à une croissance de clients, de gérer ça. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est que comme vous auriez plus de clients, il faudrait nécessairement amener plus de monde. Et c'est là que les cégepiens arriveraient en jeu parce que justement, c'est eux, ils cherchent un job, puis souvent les étudiants universitaires, en plus comme des stages, des affaires d'été plus encadrés, ce qui fait que les étudiants collégiens vont vraiment comme y aller by the book, puis être plus disponibles pour les besoins. Votre plan sur 6 ans, j'ai aimé l'idée que vous vous projetiez, mais il y a vraiment un enjeu, parce que votre phase 1 et votre phase 3, ce n'est pas des objectifs. Ce n'est pas des stratégies, c'est des points qui vont être des moyens pour atteindre une certaine rentabilité. La fidélisation de la clientèle, en passant, ça se fait dès l'année 1, puis c'est quelque chose qui est vraiment marginal dans tout ce que vous avez à faire dans vos opérations. Donc ça fonctionne pas. Mais pour le plan marketing, en fait, là où je trouve ça un peu limité, c'est qu'il n'y a aucun canal qui soit proposé. Ça veut dire que vous avez bien identifié évidemment ce qui fait la force de la compagnie, mais est-ce que vous pourriez nous dire tous les moyens que vous avez utilisés pour faire en sorte que vous allez le vendre, le produit? Tous les canaux, comment vous allez faire grâce à la plus-value pour rejoindre votre clientèle? Le marché est là. Le marché est présent en ce moment dans notre analyse. Le marché est là. Les moyens que vous utilisez déjà sont déjà appropriés pour ce type de clientèle, pour la type d'entreprise que vous êtes. Le marché, pour l'instant, le moyen, sur notre plan de 6 ans, les moyens sont déjà présents. La communication porte à porte, c'est sûr que ça reste un peu pratique quand même. C'est sûr que ça fait moins de ventes par chaque porte, mais ça reste pratique. La participation aux événements est quelque chose qui est super pratique aussi. Ça permet de faire connaître votre entreprise. Ça c'est des points majeurs. Les événements que vous me recommandiez spécifiquement par rapport à ce qu'on fait? Les événements spécifiques. Des endroits, des centres d'achat. C'est quoi votre plus-value dans le fond? Moi, nous, on doit vous embaucher. Il n'y a aucune plus-value qui est présentée pour vendre plus. Mais directement, je veux dire, à Québec, il y a énormément de festivals. Donc, par exemple, le Festival d'été de Québec. Je veux dire, il y a plusieurs stands. Puis juste comme de faire une grosse affiche disant, OK, ben, nous autres, on offre ça, des petits cahiers promotionnels. Donc, les 18-25 ans qui vont au festival, c'est notre facile? Non, mais c'est ça, c'était un mauvais exemple. En vrai, c'est ce que je veux dire, parce que lui, il est au milieu de l'été. C'est plus comme, en vrai, même au début de l'hiver, peut-être même, le festival avec, là, ils vont être au courant parce qu'il y a des possibilités. Donc, en sachant ça, en ayant ça en tête, ils vont déjà l'avoir. Donc, un matin, ils vont pouvoir appeler et au début de l'été, ils vont déjà avoir le service qu'ils peuvent proposer.